Imaginez qu'on soit à ce point sidéré par l'anxiété et le chagrin qu'on oublie littéralement comment comprendre l'ordre du jour d'une simple réunion de bureau. Alors, les mots s'affichent, les gens parlent, mais notre cerveau, il est juste incapable de traiter l'information. Ouais, un blocage total, quoi. Exactement. Et en fait, c'est l'état cognitif émotionnel dans lequel s'est retrouvée Sheryl Sandberg en mai 2015. Et c'est quand même l'une des dirigeantes les plus brillantes de la Silicon Valley, hein. Tout à fait, elle était directrice des opérations de Meta. Voilà, c'est pas n'importe qui. Elle passait des vacances au Mexique, tout allait bien, c'était pour fêter 11 ans d'un mariage incroyablement heureux. Et là, son mari, Dave, part faire du sport. Et en fait, il revient jamais. Ah ouais, c'est le choc absolu, hein. Une arythmie cardiaque foudroyante l'emporte. Et du jour au lendemain, la vie telle qu'elle l'avait construite, cette espèce de trajectoire toute tracée qu'on appelle l'option A, eh bien, elle disparaît complètement. Et cet effondrement de l'option A, c'est vraiment le point de départ de l'ouvrage Option B, qu'elle a coécrit par la suite avec le psychologue Adam Grant. La réflexion de départ, je la trouve vraiment frappante. La société nous prépare super bien à bâtir notre plan de vie idéal, mais par contre, elle nous laisse totalement démunis quand ce plan se désintègre. Ouais, c'est super vrai. Et ce champ de ruines, on finit tous par y faire face un jour d'une manière ou d'une autre. On parle ici des épreuves qui viennent vraiment fracturer les fondations d'une existence. Ça peut être l'incompréhension de perdre son emploi après 20 ans de loyauté, le choc d'un divorce qu'on n'a pas du tout vu venir ou l'annonce d'une maladie grave. Ou évidemment la perte d'un proche, oui. Voilà. Et du coup, l'objectif de notre exploration approfondie aujourd'hui, c'est vraiment d'analyser comment notre esprit réagit à ces cataclysmes. Et surtout, de comprendre par quel mécanisme il arrive à se reconstruire. On va regarder des solutions hyper concrètes tirées du livre en redéfinissant un mot qu'on entend partout en ce moment, la résilience. Alors là-dessus, faut vraiment dissiper un malentendu tout de suite. La résilience, c'est pas du tout une espèce de cuirasse magique qui ferait ricocher les traumatismes. Parce que si on pense ça, on s'expose à un sentiment d'échec dès la première seconde où on ressent de la douleur. Genre on se dit « Ah je suis pas résiliente vu que je souffre », c'est ça? Exactement. Adam Grant, lui, il insiste sur le fait que la résilience, c'est plutôt comme un muscle, tu vois. C'est un processus actif. C'est notre capacité à endurer la souffrance, parce qu'elle est inévitable, à recalibrer notre vision de la réalité et petit à petit à rebâtir une structure viable. C'est pas de l'immunité, quoi. C'est vraiment de l'adaptation. D'accord, mais du coup, pour comprendre comment on s'adapte, faut peut-être d'abord regarder ce qui nous bloque, non? Parce que quand l'option A s'effondre, notre cerveau a, disons, une fâcheuse tendance à s'auto-saboter. Ah oui, complètement. Et c'est ce que Grant explique à Sheryl Sandberg. Face au deuil, le cerveau tombe dans un piège cognitif que le chercheur Martin Seligman appelle les 3 P. C'est un trio assez paralysant. Les 3 P, ouais. C'est quoi le premier? Le premier, c'est la personnalisation. C'est ce réflexe un peu viscéral qui nous pousse à nous attribuer toute la responsabilité du drame, même quand les faits hurlent le contraire. Dans le livre, il y a un cas clinique assez glaçant d'ailleurs. Ah oui? L'histoire de la jeune femme avec son collègue? Voilà, c'est une femme qui, par pure politesse, propose de raccompagner un collègue de travail chez lui. Et pendant le trajet, cet homme l'agresse, dans sa voiture. Et le truc fou, c'est que sa réaction psychologique première ne se dirige pas vers la culpabilité de l'agresseur, mais vers elle-même. Elle se torture en boucle en se disant qu'elle aurait jamais dû proposer ce trajet. C'est fou quand on y pense. D'un point de vue extérieur, cette culpabilité, elle paraît absurde, quoi. Pourquoi notre cerveau s'inflige cette double peine? Déjà, on subit le traumatisme, et en plus, on s'en déclare coupable. Eh bien, ça s'explique par notre besoin de contrôle. En fait, le cerveau humain tolère hyper mal l'impuissance face au chaos. Du coup, s'attribuer la faute, même si ça détruit l'estime de soi, ça offre un bénéfice caché, une illusion de contrôle rétrospective. Ah, genre, si c'est de ma faute, ça veut dire que j'aurais pu l'empêcher. Exactement. S'il y a une erreur de ma part, ça sous-entend qu'il existait un monde parallèle où, en faisant différemment, le drame n'arrivait pas. Et Sheryl Sandberg est tombée en plein dedans. Après la mort de son mari, les premiers rapports parlaient d'une chute d'un appareil de musculation. Elle a passé des nuits entières à se dire « si j'étais descendue à la salle de sport plus tôt, je l'aurais trouvé, j'aurais appelé les secours ». Et en fait, l'autopsie a montré que c'était pas du tout ça. Pas du tout, les légistes ont été formels. Il avait une maladie coronarienne non diagnostiquée. L'arythmie a été fulgurante. Elle aurait été assise juste à côté de lui que ça n'aurait rien changé. C'était biologiquement inévitable. Mais l'esprit préfère porter la culpabilité plutôt que d'accepter qu'on vit dans un monde où les tragédies frappent au hasard, tu vois. Ouais, c'est vertigineux, le hasard pur. Et donc, une fois qu'on a ce premier P de la personnalisation, il y a un autre truc qui se déclenche. C'est que la douleur, elle reste pas juste bien sage dans son coin.
Elle déborde sur tout le reste. Et c'est ça le deuxième P, non? La pervasivité. C'est exactement ça, la pervasivité. C'est la croyance étouffante que l'onde de choc va contaminer chaque petite parcelle de notre vie. On se dit mes relations sont foutues, je pourrai plus jamais travailler correctement, ma santé va lâcher, bref, tout est noir. Tout est corrompu, ouais. Et pour combattre ça, il faut que le cerveau puisse constater par lui-même des petites fissures dans cette obscurité. Par exemple, à peine 10 jours après la mort de Dave, Sheryl Sandberg décide de retourner au travail. Ça paraît complètement fou et prématuré d'ailleurs. Elle erre un peu comme un fantôme. J'imagine l'ambiance, ouais. Et puis, elle assiste à une réunion. Et là, un problème technique hyper pointu est abordé. Et pendant, l'espace d'une fraction de seconde, son intellect analytique prend le dessus. Elle participe, elle argumente, et elle oublie son chagrin. C'est ça. Et cette fraction de seconde, en fait, elle prouve que la généralisation, la pervasivité, c'est faux. Oui, la tragédie est immense, mais elle n'est pas absolue. Le fait de résoudre un problème, ça lui fait encore du bien. Il y a encore des petits îlots de normalité qui n'ont pas coulé. Voilà, sauf que, prouver qu'il y a des moments de répit, ça suffit pas forcément sur le long terme. Parce qu'il reste l'illusion la plus coriace de toutes, le troisième P. La permanence. L'idée que la souffrance qu'on ressent là, maintenant, elle sera exactement la même dans 10 jours ou même dans 10 ans. On a l'impression d'être coincé dans un présent insoutenable pour toujours, quoi. Ouais, c'est terrifiant. Et l'explication derrière ce blocage, c'est lié à un phénomène testé en laboratoire qu'on appelle la prévision affective. En gros, c'est notre capacité à anticiper ce qu'on va ressentir plus tard. Et on est très nul pour ça, il paraît. Ah, on est catastrophique. Les chercheurs ont fait une étude sur des étudiants. Ils ont pris 2 groupes. Un groupe de jeunes qui venaient de vivre une vraie rupture amoureuse super douloureuse. Et un deuxième groupe, en couple, à qui ils ont demandé d'imaginer précisément ce qu'ils ressentiraient si leur partenaire les quittait à l'instant. D'accord. Et quand ils ont comparé les prévisions du deuxième groupe avec la réalité vécue par le premier groupe, le résultat était sans appel. Ceux qui imaginaient la rupture prédisaient une détresse beaucoup plus intense et surtout beaucoup plus longue que ceux qui étaient vraiment en train de la vivre. C'est fou, ça. Comment on peut se tromper à ce point sur notre propre douleur? C'est à cause d'un biais cognitif qu'on appelle le focalisme. Quand on essaie d'imaginer le drame, 100% de notre attention se braque sur la rupture. On s'imagine dans un vide total. Ce que notre cerveau oublie d'inclure dans son équation, c'est que la vie continue. L'étudiant qui vient de se faire larguer, il va peut-être découvrir un nouveau sport, faire une super rencontre, s'investir dans un projet. Et toutes ces petites choses annexes viennent diluer la douleur. Ouais, l'ouvrage utilise une super expression pour ça. Le système immunitaire émotionnel. C'est comme notre corps avec les virus, quoi. Notre psyché, elle déploie plein de mécanismes silencieux pour digérer l'échec. Exactement. La douleur est bien là, mais biologiquement, elle ne peut pas rester statique. En fait, si je résume ces 3 P, c'est comme si le traumatisme nous forçait à porter, une paire de lunettes déformantes. On voit le monde comme si tout était de notre faute, c'est la personnalisation. On voit tout plonger dans le noir, c'est la pervasivité. Et en plus, on a l'impression que ces lunettes sont collées à notre visage pour l'éternité, c'est la permanence. C'est une super analogie. C'est un peu un mode sans échec de notre cerveau, comme un ordi qui crache. Ça nous empêche de sombrer sur le coup, mais on ne peut pas faire tourner toute notre vie sur ce logiciel de secours, tu vois. Faut redémarrer la machine. Et justement, c'est tout l'enjeu du livre. Comment on fait pour activer ce redémarrage et briser ces lunettes? Parce que les solutions qu'il propose sont hyper intéressantes. La première, c'est un truc qui crispe souvent les gens, l'autocompassion. Oui, le concept de Christine Neuf. C'est l'idée de s'accorder à soi-même la même indulgence qu'on aurait spontanément pour un de nos meilleurs amis qui traverserait la même galère. Et c'est particulièrement dur quand le drame est réellement notre faute. Ah oui, l'histoire de Catherine Pauwk est dans le bouquin. Elle est ouf, cette histoire. Carrément. C'est une femme brillante qui, vers la trentaine, monte le programme d'entrepreneuriat en prison au Texas. Et ça cartonne. Elle aide des centaines d'anciens détenus à monter des entreprises légales. Mais en même temps, dans sa vie perso, c'est l'enfer. Elle divorce, et là, elle craque et commet une faute éthique majeure. Elle a des relations intimes avec plusieurs diplômés de son programme. La cata totale. Les conséquences sont fulgurantes. Elle est virée de son propre programme, bannie de toutes les prisons de l'État, et ça finit dans la presse en mode scandale sexuel. Elle perd absolument tout ce qui faisait son identité. Alors c'est là que j'ai envie de faire un peu l'avocat du diable. Face à un truc pareil, est-ce qu'on risque pas de transformer l'autocompassion en une espèce d'excuse facile? Genre, oui j'ai détruit mon assaut, mais bon je me pardonne, allez ciao, et on fuit ses responsabilités. C'est la critique qu'on entend le plus, oui. Mais les psys montrent que l'autocompassion fait exactement l'inverse. C'est la honte toxique qui nous fait fuir.
Si on se dit « je suis une mauvaise personne, je suis pourri de l'intérieur », notre réflexe, c'est de nous cacher et de nier. L'autocompassion, en fait, ça crée de la sécurité psychologique. Ça permet de séparer notre action de notre identité. Genre, j'ai fait un truc nul, mais je ne suis pas nul. Voilà. J'ai commis une faute grave, j'ai blessé des gens, mais ça ne fait pas de moi un monstre irrécupérable. Et c'est cette nuance-là qui a donné à Catherine Hawk la force de ne pas s'enfuir. Elle a fini par écrire une lettre de confession détaillée, sans chercher aucune excuse, qu'elle a envoyée aux 7500 bénévoles de son assaut. Si elle était restée bloquée dans la honte, elle n'aurait jamais fait ça. Et ça a marché vu qu'elle a reçu plus de 1000 lettres de pardon en retour. D'ailleurs, il y a une étude psy qui valide ça, non? Sur le fait de s'écrire à soi-même. Tout à fait. Ils ont demandé à des cobayes de se remémorer leur échec le plus cuisant et ensuite de s'écrire une lettre de réconfort à la troisième personne, comme pour un collègue. Le résultat, c'est une hausse de 40% du niveau de bonheur ressenti et une baisse de 24% de la colère intérieure. Waouh! Juste en s'écrivant une lettre. Ouais. Parce que formuler cette compréhension de l'extérieur, ça modifiait les signaux dans l'amygdale, la zone du cerveau qui gère la peur. C'est fou. Et cette reprogrammation, elle est aussi super utile pour une autre solution abordée dans le livre, s'autoriser à être heureux. Parce qu'après un drame, la joie, ça devient presque un sujet tabou, quoi. Ah ouais, la dissonance cognitive de la survie. Sandberg raconte une scène marquante. 4 mois après la mort de Dave, elle est invitée à une bat mitzvah. Il y a de la musique, c'est festif, et une amie la tire sur la piste de danse. Et là, pendant quelques secondes, elle lâche prise. Elle danse et elle ressent de la vraie joie. Et boum, la culpabilité immédiate derrière. Exactement. Dès que la chanson s'arrête, elle se sent minable. L'inconscient fait une fausse équation. Si je souris, ça veut dire que j'oublie Dave, donc que je le trahis. Et il a fallu que son beau-frère, Rob, intervienne pour casser ce truc. Il lui a rappelé la chose la plus rationnelle du monde. Dave aurait voulu qu'elle soit heureuse. C'est tellement important de se rappeler ça. S'interdire la joie, ça fait pas revenir les gens, ça fait juste plus de victimes, surtout ces enfants qui voyaient leur mère complètement éteinte. Complètement. S'autoriser le bonheur, c'est repenser le devoir de mémoire, en fait. Et ça nous amène d'ailleurs au troisième point, le rôle des autres, obtenir de la compréhension. Ah oui, parce que l'entourage en général, il est complètement pétrifié face au drame. Les gens osent pas prononcer le nom du défunt ou te parler de ton licenciement, parce qu'ils ont peur de te faire pleurer. C'est une erreur classique. Ce silence, pour la victime, c'est juste un vide qui isole encore plus. Les victimes ont besoin que la douleur soit reconnue. Il y a une expérience fondatrice hyper connue sur la gestion du stress qui explique bien ça. Vas-y, raconte. Les chercheurs ont mis des volontaires dans une pièce et diffusé un bruit strident, super insupportable, de manière aléatoire. Et il y avait 2 groupes. À l'un des groupes, on a donné un bouton en leur disant « Si le bruit devient vraiment intolérable, vous appuyez là et ça coupe tout ». Ok. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, le truc dingue, c'est qu'aucun participant de ce groupe n'a jamais appuyé sur le bouton. Pas une seule fois. Mais leur niveau d'anxiété mesuré était nettement inférieur à celui du groupe sans bouton. Et ils ont tenu beaucoup plus longtemps dans la pièce. Mais c'est génial. Donc c'est pas le fait d'arrêter la douleur qui aide, c'est juste de savoir qu'on a le contrôle pour le faire, si besoin. Voilà. Et dans la vie, nos amis inconditionnels, c'est ce bouton, quelqu'un qui vient te voir et te dit « Je sais que c'est le chaos, t'as pas besoin de faire semblant, je suis là et on gère comme tu veux », ça te redonne le contrôle. C'est hyper puissant. Et c'est marrant parce qu'on se rend compte que ces outils, l'autocompassion, s'entourer de nos boutons, désamorcer la culpabilité, ça marche pour les grands drames, mais on pourrait totalement les utiliser pour des petites crises au boulot ou en famille. Absolument. Ça scale sur n'importe quel niveau de stress. Mais là où la recherche va encore plus loin, et c'est la partie la plus surprenante du livre, c'est sur ce qui se passe après la guérison. On connaît tous le stress post-traumatique. C'est très réel. Mais on parle beaucoup moins de la croissance post-traumatique. La croissance post-traumatique. J'adore ce concept. C'est l'idée qu'on ne revient pas juste à la case départ, mais qu'en fait on atterrit plus haut, avec une force supérieure à avant le choc. Exactement. Et ça touche plus de la moitié des personnes qui traversent un traumatisme majeur. Le livre identifie 3 types de croissance. Le premier, c'est la découverte de sa propre puissance personnelle. Il y a l'histoire de Brooke et Meredith qui est bouleversante là-dessus. Oui, les 2 amies d'enfance diagnostiquées d'un cancer du sein en même temps, stade 4 toutes les 2, c'est ça, hein? Oui, elles font leur chimio ensemble, sauf que le corps de Meredith lâche et elle décède. Et Brooke, en plein milieu de son propre combat pour survivre, perd son pilier. Et n'importe qui s'attendrait à ce qu'elle s'effondre totalement à ce moment-là. Eh bien non, c'est l'inverse qui se produit. Cette tragédie absolue vient réinitialiser toutes ses valeurs.
toutes les petites angoisses du quotidien disparaissent. Elle se dit que si elle arrive à endurer le deuil de sa meilleure amie, tout en combattant un cancer mortel, plus rien ne peut lui faire peur. Et son rapport au temps change du tout au tout. Elle arrête de flipper pour l'avenir et elle savoure intensement chaque moment passé avec sa fille. C'est magnifique, cette redécouverte de sa force. Et ce changement de focus, ça rejoint le deuxième type de croissance, non? La pratique de la gratitude. Ouais, la gratitude radicale. Là, on a le récit de Kevin, et franchement, on est aux limites de ce que l'humain peut supporter. C'est le papa dont les 2 enfants ont été tués par leur nourrice, c'est ça, hein? C'est ça. Le sommet de l'horreur absolue. Face à ça, la haine et le cynisme, ça semblerait la seule option logique. Mais lui, il a développé un mécanisme de survie incroyable. Plutôt que de se laisser engloutir par le vide de ce qu'il avait perdu, il a balancé toute son énergie sur ce qui lui restait. Sa femme et son 3e enfant qui n'était pas là ce jour-là. Il a refusé de haïr le monde, en fait. Voilà. Il a cultivé une immense gratitude juste pour leur survie. D'ailleurs, la science confirme cette puissance de la gratitude. Des études sur des personnes en dépression sévère ont montré que le simple fait de leur faire écrire des petites cartes de remerciement faisait chuter leurs symptômes de façon spectaculaire pendant 1 mois. Ça force le cerveau à scanner son environnement pour y trouver du positif plutôt que de fixer le néant. Celui qui a une raison de vivre peut supporter presque n'importe quoi. Ça résume bien ça. Et ça nous amène au 3e type de croissance, qui est la quête de sens. Découvrir un nouveau sens à sa vie. Souvent, les ambitions de carrière, elles explosent en vol après un drame. Et les gens veulent se rendre utiles. C'est exactement le parcours de Jeff. Il perd sa femme d'un cancer du côlon, et quand il essaye de retourner à son ancien boulot, toutes ses réunions stratégiques lui paraissent complètement vides de sens. Du coup, il quitte tout. Il se lance dans les biotechnologies et finit par devenir le PDG d'une boîte qui s'appelle Grail. La boîte qui fait de la détection ultra précoce des cancers, c'est ça, hein? C'est ça. Et psychologiquement, c'est brillant. Il y a une citation clé de Sheryl Sandberg là-dessus. Les gens aident là où ils ont été blessés pour que leurs blessures ne soient pas vaines. Jeff n'a pas pu sauver sa femme, mais en dédiant sa vie à ça, il s'assure que sa mort n'a pas servi à rien. En entendant toutes ces histoires, de la déconstruction des 3 P jusqu'à cette résilience dingue, ça me fait trop penser au kintsugi. Tu sais, cet art japonais? Ah oui, avec les poteries cassées. Voilà. Quand un bol précieux se casse en 1000 morceaux, chez nous, on aurait tendance à le jeter ou à essayer de cacher les fissures avec de la colle invisible, ce qui correspond au déni total. Mais l'artisan du kintsugi, lui, il prend une laque mélangée à de la vraie poudre d'or et il soude les brisures avec. C'est clair que c'est la métaphore parfaite de l'option B. On n'efface pas l'histoire. On souligne les fractures et en fait, c'est ça qui rend l'objet encore plus solide et encore plus beau qu'avant. Exactement. L'adversité, les maladies, le chômage, tout ça finit par s'inviter dans nos vies. L'option A se fissure toujours à un moment donné. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a la capacité d'utiliser ces fissures de manière prodigieuse. Ouais. Et pour clore cette idée, Adam Grant et Sheryl Sandberg rappellent cette magnifique phrase de Robert Anderson. « La mort met fin à une vie, mais non à une relation. La perte n'efface pas l'amour. La joie peut totalement coexister avec l'absence de l'option A. » C'est tellement vrai. Et pour finir, ça me donne envie de vous partager une dernière réflexion. On vient de voir que notre cerveau a un système immunitaire émotionnel tellement puissant qu'il peut prendre le pire deuil possible et le transformer en quête de sens réparé avec de l'or. Alors imaginez un peu, si on prenait conscience de cette force titanesque, là tout de suite, qu'est-ce qui se passerait si on s'en servait demain matin pour affronter nos petites frustrations, nos petits échecs du quotidien ? Si on peut réparer une vie brisée avec de l'or, qu'est-ce qu'on pourrait accomplir sur nos simples petites égratignures ? C'est une idée qu'on peut tous garder en tête pour la suite.